Et François va nous parler donc de l'intelligence artificielle. Merci, bonjour à tous, merci d'être venus. Alors ça me fait bizarre de retourner dans une petite salle comme ça parce que j'ai l'impression de redevenir prof. Parce que c'est typiquement l'environnement salle de classe. Il manque plus que les tables devant. Et c'est comme en classe d'ailleurs, les élèves ne se mettent pas devant. À chaque fois, ils viennent derrière. Et voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on va parler de l'éthique de l'IA et du transhumanisme. Alors IA et transhumanisme, c'est vraiment dans l'air du temps. Et les gens ne se rendent pas compte, je pense, de l'impact monumental de l'intelligence artificielle sur le devenir du monde. Et quand je parle de devenir du monde, je ne fais pas de la science-fiction. Je parle de grandes mutations d'ordre économique, géopolitique et même anthropologique qui s'amorcent dès aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on parle d'un futur qui démarre, on va dire, dès demain, et on est sur des échelles de 2-3 ans maxi, pas plus, pour des évolutions qui vont être phénoménales, et dont seuls, en fait, quelques hommes politiques ont pris conscience, et seuls peut-être quelques experts de l'IA le savent. Voilà, quand je dis ça, c'est-à-dire que même dans le milieu militaire et tout, on n'a pas encore embrayé derrière, tellement ça va vite. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, j'ai dû compléter ma conférence parce qu'il y avait des nouvelles très importantes qui sont tombées sur les 3 derniers jours, quoi, jusqu'à ce matin. Donc c'est quelque chose qui va très très vite. Voilà. Alors, je vais juste passer par une petite phase de présentation, si ça veut bien fonctionner. Hop, voilà. Appuyez là. Alors, je pense qu'il y a quelques gens qui me connaissent déjà, qui connaissent un peu mon parcours. Je suis donc ancien gendarme, ancien officier de police judiciaire, donc j'ai une formation de juriste et de droit à la base, hein, plus axé sur entièrement même axé sur le droit pénal. Même si j'ai été en fac de droit, j'ai vu d'autres types de droit, mais c'est vraiment le droit dans lequel je me suis spécialisé. Donc j'ai fait 20 ans de gendarmerie. Je vais passer assez vite sur mon parcours parce que bon, il y a des gens qui le connaissent et puis je ne vais pas trop développer parce qu'après on va perdre du temps. Mais j'ai quitté l'institution pour plusieurs raisons, y compris le fait qu'il y a une forme de dissonance qui est de plus en plus importante entre les qualités requises, on va dire, pour ce type de métier, on va dire la noblesse de ce métier et l'instrumentalisation qu'on en a faite. Moi, j'ai vu une gendarmerie qui était devenue complètement politisée, dans laquelle on donnait des cours, parce que j'ai été aussi instructeur, j'ai été évaluateur de formateur au sein du commandement des écoles. J'ai vu des cours, des intervenants LGBT venir dans les écoles de gendarmerie, etc., des choses comme ça. Et aujourd'hui, on en est là. C'est très compliqué. J'ai constaté aussi les problèmes avec la hiérarchie, qui plus on avance, plus elle est cooptée et plus en fait elle doit tourner pour le pouvoir. Donc c'était très compliqué et tout ça en fait ça a atteint son paroxysme au moment de la période de la vaccination qui a servi un peu de révélateur d'ailleurs, hein, parce que c'est là qu'on voit qui est complètement dévot et qui a un cerveau et peut réfléchir. Et en fait il n'y a pas grand monde qui a un cerveau. C'est compliqué. Il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont été pris par surprise dans les armées, parce qu'il y a eu l'obligation vaccinale au sein des armées, c'est tombé du jour au lendemain. Donc effectivement, quand on a une situation et tout, du jour au lendemain, se dire je plaque tout et on verra, advienne que pourra, même si j'ai une famille, que j'ai des projets, j'ai des crédits, j'en sais rien. Voilà, c'est très compliqué. Donc ils ont eu les gens comme ça. Hein. Voilà. Et moi, j'ai eu cette chance, parce qu'on ne connaissait pas la date de l'obligation. On ne savait même pas que ça allait devenir obligatoire en gendarmerie. Et j'ai eu cette chance en fait, de tomber malade du Covid 2 jours avant l'annonce. Donc je mets ça sur le signe de la Providence, ce qui m'a conféré un statut, on va dire dérogatoire, on va appeler ça comme ça en termes de droit, qui m'a évité d'aller à la vaccination. Malgré tout, j'ai été sacrément harcelé. Et c'est pendant cette période où j'ai écrit d'ailleurs mon premier livre,
parce que c'était à la fois le trop-plein, j'avais trop de choses à dire et je voulais expliquer un peu comment fonctionnait ce système. Donc j'avais écrit ce premier livre, Alice au pays de Lucifer, pour expliquer vraiment le fonctionnement de la matrice en quelque sorte, si on peut parler comme ça. On va parler en termes techno un peu aujourd'hui. Mais c'était un livre en fait qui avait vocation à faire comprendre aux gens dans quel système ils vivent et à réveiller surtout les gens qui n'ont pas conscience de ce système. Je l'ai pas écrit en fait pour rester un peu dans l'entre-soi et faire un énième état des lieux de la situation. Voilà, il y a plein de livres comme ça. Celui-là, je l'avais écrit vraiment pour faire changer les esprits et que les gens réalisent par la propre expérience du spectacle. C'est pour ça que j'ai repris l'histoire d'Alice qui est destinée aux enfants, mais j'ai pris volontairement la version Disney pour montrer voilà, le spectacle le plus innocent que vous pouvez voir. En réalité, il est lourd de messages et il vous explique l'inversion des valeurs dans le monde actuel et comment fonctionnent en fait les mécanismes de ce monde d'inversion qui vous maintiennent dans une illusion, quoi. Et donc là, j'avais expliqué dans ce livre plein de choses, ce qui fait qu'on retrouve de l'ingénierie sociale, de la théologie, de l'économie et tout, sur fond d'allégorie expliquée à travers cette histoire d'Alice. Et donc ça, c'est assez atypique comme présentation, mais ça fonctionne parce que les gens en fait se rendent compte qu'à travers l'innocence du spectacle, le monde derrière est un monde vraiment prédateur et mortifère d'ailleurs. Et donc là, moi j'ai quitté la gendarmerie et après je me suis retrouvé prof. Donc prof de droit. Je dis que je me suis retrouvé, c'est l'emploi que j'ai trouvé derrière par le biais de connaissances. Et donc je donnais des cours de droit pénal dans 2 lycées, dans la branche des métiers de la sécurité, en lycée professionnel. Et ça fonctionnait très très bien. J'avais plusieurs projets en cours. Avec les 2 établissements, avec l'inspectrice. Et du jour au lendemain, au bout de 2 ans, j'ai reçu un mail de 3 lignes, comme quoi on ne me renouvelait pas mon contrat, parce que ça fonctionnait par contrat chaque année, et sans aucune explication. Et donc quand j'ai appelé le rectorat, forcément on m'a dit, mais je ne peux pas vous dire, au début on m'a dit, puis après on m'a dit, bon, c'est pour vos prises de position. Voilà. La prise de position, quand j'ai demandé quelles sont les bonnes prises de position, les mauvaises prises de position, on n'a pas su me répondre. Alors là, on a botté en touche, puis on m'a dit, mais de toute façon, c'est un contrat, on n'a pas à renouveler, on n'a pas à justifier le non-renouvellement. Bon, ce qui est vrai, hein. Puis la personne que j'avais au bout du fil, de toute façon, n'était pas responsable de la décision de la rectrice décision qu'elle a prise elle-même en vertu d'une décision qui devait émaner du ministère directement de l'Éducation nationale, puisque c'était suite à la publication de mon nom dans un article de Libération qui parlait de Soral. Voilà. Donc là, forcément, ça redescend en cascade et on est banni. Donc, je me suis retrouvé sans emploi avec ma petite retraite. C'est pas un mal. J'ai du temps pour chercher du travail, hein, c'est ce qu'on dit à France Travail. Et en même temps, j'ai du temps aussi pour écrire un livre. Donc là, j'ai écrit un second livre que vous avez derrière, là, qui s'appelle Captionem, mais qui n'est pas encore dispo parce que là, je viens d'achever la couverture. Sachant que la couve du premier, c'était moi qui l'avais dessiné aussi. Et Captionem, c'est un peu une autre version du premier. Cette fois-ci, c'est une forme de projection dans un monde. C'est le monde qu'on risque de vivre si on laisse faire. En gros, c'est une ville fictive qui est cachée des écrans radars, qui est sur un grand terrain militaire derrière des forêts, quoi. Personne ne la voit. Et il y a une femme qui, en tentant d'échapper à des agresseurs, va y trouver refuge. Elle va réussir à y rentrer par miracle parce que normalement personne n'y rentre ou personne n'y sort vivant. Et elle va découvrir une ville dans laquelle les gens sont maintenus par des narratifs, y compris sanitaires, écologiques, etc., qui leur vendent que tout le monde vit dans des villes cloisonnées comme ça pour se protéger des virus et tout ça. Et cette ville, c'est la ville ultra totalitaire, mais qui n'en a pas l'air. C'est-à-dire qu'elle est très libertarienne, elle est à l'image du monde actuel et tout. Mais par contre, il y a une omniprésence, une omnipotence des technologies, de l'IA, tout ça. Et en gros, elle sert de laboratoire à la gouvernance pour voir ce qu'on peut faire ou pas, comment on peut se comporter avec. Donc c'est un champ d'expérimentation avec un temps d'avance pour voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'ingénierie sociale des masses
de contrôle des masses et puis des systèmes de surveillance. Donc elle va devoir s'échapper, alors captionem en latin ça veut dire piéger, hein. Elle va devoir réussir à contrer ce système, ça va être très très compliqué. Voilà. Donc sans rentrer dans les détails, mais en gros il y a une IA qui est très présente sous différentes formes et qui contrôle tout. Mais ça on en parlera un petit peu à la fin dans les perspectives qu'amènent ces technologies, hein. Perspectives positives mais aussi parfois très négatives. Donc voilà pour la petite phase de présentation. Éternise pas là-dessus. Alors, le plan. Donc là, aujourd'hui, nous, on va parler de l'IA et du transhumanisme. On va parler du rapport éthique à l'IA et au transhumanisme. On parlera aussi de la morale, d'ailleurs. Parce que, à mon sens, c'est difficile de parler d'éthique sans parler de morale. Alors, dans un premier temps, on va faire une première partie où on va parler d'IA et transhumanisme. On va faire un point, en fait, où on en est aujourd'hui. Parce que c'est important de connaître, et d'ailleurs le contexte de développement de l'IA, savoir comment elle est apparue, pour mieux en parler, et où on en est aujourd'hui, et quel impact ça a déjà aujourd'hui en 2025 sur nos sociétés. Et après, on verra le transhumanisme en 1B, transhumanisme, explication. Donc qu'est-ce que le transhumanisme? Parce que beaucoup de gens savent à peu près ce que c'est, mais c'est bien de le savoir dans les détails. Parce que quand on le sait dans les détails, on découvre des choses très surprenantes. Et surtout en lien avec ce qu'on vit actuellement. Et en lien en fait avec la politique de gouvernance actuelle et même avec les projets en cours dans des endroits comme le World Economic Forum ou autre. C'est vraiment flagrant en fait quand on s'y intéresse. Donc ça, on verra ça. On fera un point de situation aussi sur 2025, où on en est, qui sont les grands acteurs du transhumanisme, etc. Voilà. Et ça nous amènera ensuite en deuxième partie, donc IA et transhumanisme, outil d'un bouleversement anthropologique majeur. Là, je vais vous expliquer dans la première sous-partie, donc IA et transhumanisme, produit d'une évolution du rapport à l'éthique et à la morale, point d'interrogation. On va voir que souvent on nous vend l'IA, et y compris d'ailleurs les plus grands experts de l'IA, comme une révolution, ce qui est vrai, comme potentiellement bénéfique dans plein de domaines, ce qui est totalement vrai, et aussi comme effroyablement dangereuse en termes de perspective, et notamment en matière d'absence de contrôle, parce que ça peut se développer, etc., etc. Là, je vais montrer qu'on prend la question à l'envers. Qu'en réalité, il n'y a pas tant de dangerosité de ça, mais qu'il y a des fondements, on a des fondements sociétaux, on a toute une évolution historique, anthropologique, qui fait qu'on a préparé le terreau pour que ce soit dangereux. Donc on verra un petit peu les causes profondes et traiter en fait la question à l'envers. Et après, on mettra ça en perspective, donc mise en perspective de l'IA et du transhumanisme avec les modèles socio-économiques qui sont proposés actuellement, ou du moins qui sont en cours de construction. Parce qu'il existe des modèles socio-économiques qui ont été bouleversés récemment, par exemple aux États-Unis. Il existe des modèles socio-économiques qui sont bien en place, comme en Chine, et puis il existe des modèles socio-économiques qui sont et en construction et bouleversés, comme en Europe. Donc ça, on verra un petit peu la mise en perspective de ces technologies avec ces grandes modifications sociétales. Et enfin, en 3, j'ai mis projection, conclusion, ça va un peu ensemble. Là, ce sera du spéculatif. Ce sera du spéculatif, pas si spéculatif que ça, parce qu'on va parler de technologies qui ne sont pas encore officialisées, mais qui vont l'être bientôt. Et ça peut être un peu effrayant. Voilà. Le but, c'est pas de vous faire peur, parce que ça peut être aussi des technologies de bienfaisance, mais c'est le potentiel qui peut être effrayant. Alors, on va commencer par la première partie, IA et transhumanisme, où en est-on aujourd'hui? Alors là, je vous ai mis quelques images en arrière-plan, je ne sais pas si tout le monde voit bien.
On voit une image d'article où on nous parle de BMW qui déploie des robots humanoïdes dans ses usines aux États-Unis. Donc oui, c'est pas un fantasme, ça commence. Je vous ai mis un article aussi du Monde qui est déjà daté, mais donc celui-là il a été publié en 2019, mais bon, il faut savoir que les expériences similaires elles remontent à 2017 déjà. D'injection de carnet de vaccination sous-cutané en fait à travers des vaccins. C'est pas un délire complotiste. Vous regardez Le Monde sur internet et vous regardez les articles. C'est fait en Afrique déjà. Ils testent ça sur les Africains. Voilà. Donc ça et 2 ans avant le 2019. Ça a déjà démarré 2 ans avant 2019. Je sais même pas si la publication d'ailleurs, parce que moi j'avais retrouvé aussi l'article de 2017. Je sais même pas si ça n'a pas été volontairement remis à 2019. Mais bon. Et vous avez une image ici où on voit un terrain avec des drones, donc le drone militaire. Et là, on pense aussi au conflit ukrainien actuellement. Là, nous, on parlera des perspectives géopolitiques et notamment en matière d'armement qui sont colossales, puisqu'il va y avoir toute une modification des systèmes militaires et de la façon d'envisager la guerre et la logistique et aussi la stratégie militaire. Avec l'IA, ça va être là, on peut parler vraiment de termes de révolution qui aura un impact géopolitique parce qu'il va y avoir une révolution des coûts aussi. Et ce qui va permettre après une accessibilité à d'autres entités. Mais ça, on va en parler après. Alors, on va commencer par parler d'IA déjà. Contexte de développement, emploi de l'IA, quel impact sur nos sociétés. Alors là, il y a plein de monde sur la photo. Vous avez des photos noir et blanc et des photos couleur. Sur les photos noir et blanc, on retrouve... alors j'aurais pu mettre beaucoup plus de monde. Hein. On est d'accord, il y a peut-être des spécialistes aussi là-dedans qui ont dit « Ah, il manque machin ». Ouais, j'ai essayé de cibler les grosses têtes bien connues. Donc là, ici, vous avez les pionniers en noir et blanc avec Alan Turing, McCarthy, Minsky, Simon, Weiner. Vous avez beaucoup de gens de la communauté, mais on expliquera pourquoi dans la deuxième partie. Je pense qu'il y a un lien quand on va voir après les aspects un peu anthropologiques, théologiques, etc. Et c'est normal. Et puis en couleur, vous avez Geoffrey Hinton, Yann LeCun et Yoshua Bengio, qui sont eux des gens qui travaillent actuellement sur l'IA et qui s'occupent en fait qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui sont des techniques. Alors là, c'est pareil. Je vais faire court parce que j'ai 60 pages de notes derrière moi. Je pourrais, après, s'il y a des questions, voilà, on peut expliquer l'apprentissage profond. Mais c'est pour faire simple, en fait, on a appris à copier les réseaux neuronaux. Et maintenant, on a des technologies qui travaillent en fait comme un réseau neuronal. Donc ces gens-là travaillent sur ça et en gros, ils essayent de faire fonctionner un peu les mécanismes de l'IA de façon similaire à ceux du cerveau. Alors c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a, mais ça on reviendra dessus, il y a vraiment une corrélation, et ça c'est indissociable, entre les aspects transhumanistes et l'intelligence artificielle, et la robotique aussi. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Alors l'intelligence artificielle, on peut la classer un peu à part parce qu'elle peut servir dans des tas d'applications qui ne sont pas forcément robotiques, etc. Mais transhumanisme sans intelligence artificielle, c'est l'inverse, c'est quasi, ça n'existe quasi pas, quoi. Y compris dans le domaine de recherche et développement qui permettent de trouver certaines technologies transhumanistes. Maintenant, tout intercède maintenant. Alors, Alan Turing sur la photo, je fais juste un rapide topo, un petit historique. Vous avez, dans les années 50 à 70, c'est là où on développe en fait les premiers algorithmes, les premiers systèmes. Ensuite, dans les années 80, c'est là où on commence la recherche sur les réseaux neuronaux. Et dans les années 2000, c'est là où on développe vraiment tout ça, puissance 10, parce que tout explose en matière de puissance de calcul et de capacité de stockage. Donc là, on a vraiment un gros boom. Alan Turing, lui, il est considéré un peu comme le père fondateur de l'IA, mais aussi de l'informatique en général. Il a inventé la machine universelle en 1936.
je crois, qui était une espèce d'ordinateur capable de reproduire des calculs ou de donner des solutions à des calculs. Et il est surtout connu pour avoir réussi à décoder la machine d'encodage allemande qui s'appelait Enigma. Et donc qui permettait d'envoyer des... Il a trouvé en fait des portes d'entrée, notamment grâce à la physionomie des messages allemands qui finissaient par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a beaucoup qui finissaient par Heil Hitler. Et en fait, en remarquant les répétitions, il a réussi à trouver les clés de décodage de cette machine qui était pour l'époque assez sophistiquée, parce qu'elle fonctionnait avec un rotor et tout ça, elle pouvait être reparamétrée à chaque fois. Donc c'est quand même, le mec, c'est vraiment, c'est une tronche. Derrière, on a John McCarthy. Alors John McCarthy, lui, c'est lui qui a sorti pour la première fois officiellement le terme d'IA. C'est aussi lui qui est à l'origine des premières lignes de programmation, donc c'est le Lisp, voilà, donc il a commencé lui déjà à plancher sur la question de façon très sérieuse. C'est celui qu'on pourrait qualifier de père fondateur du concept. Vous avez Mavin Minsky qui lui était chercheur au MIT, qui avait ouvert une branche spécialisée sur l'IA. Et Herbert Simon après qui s'est illustré dans la programmation et dans les découvertes sur la programmation, et Norbert Wiener qui, lui, est spécialisé sur la cybernétique. Ouais, Terminator, quoi. Mais voilà, il s'est spécialisé dans la cybernétique. Et en dessous, voilà, vous avez vraiment les actuels qui travaillent sur l'IA. Alors ça, c'était pour le petit topo. Maintenant, comprendre l'IA, c'est pareil, c'est pas l'objectif de la conférence, parce qu'on pourrait faire une conférence complète pour expliquer comment fonctionne l'IA. C'est pas le souci. Mais pour les néophytes, entre guillemets, ou les profanes, il faut comprendre qu'il existe plein de différents types d'IA. Et si j'explique vite fait les différents types, c'est parce qu'il y a une incidence pour la compréhension derrière et sur les impacts aussi. Déjà, il existe des intelligences artificielles qui sont dites spécialisées et d'autres qui sont dites générales. Alors, une intelligence artificielle spécialisée, c'est une intelligence qui va travailler sur une mission qu'on lui donne dans un cadre spécifique. Donc, il ne faut pas imaginer ça dans un ordinateur ou quoi, ça va être dans un boîtier de programmation et ça va travailler sur une mission spécifique. Par exemple, en armement, vous avez beaucoup d'utilisation d'intelligence artificielle maintenant spécialisée qui vont guider certains projectiles, certains missiles pour qu'elles atteignent leur cible au plus près, en prenant en compte tous les effets liés à la physique. Voilà, la vitesse, la résistance de l'air, les effets de Coriolis, etc. Et on arrive à obtenir des super précisions grâce à ces IA-là. Celui qui aime les motos ou les voitures qui commencent à des niveaux de gamme un peu élevés, mais vous avez des systèmes, par exemple, pour éviter que la roue arrière décroche sur la moto, où c'est des boîtiers IA qui vont calculer, en fonction des bases de données qui ont été enregistrées par différents pilotes, les réactions pour gérer la rotation de la roue, le couple et la puissance à délivrer, etc. Ça, c'est des IA spécifiques. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais l'IA, elle est déjà utilisée dans plein de domaines et dans des choses que vous utilisez au quotidien. Donc c'est cette capacité, au-delà d'un simple programme, c'est cette capacité adaptative qu'elle offre en plus, parce qu'elle gère en fonction d'eux à chaque fois, voilà, et elle peut improviser en quelque sorte. Donc derrière les IA spécialisées, vous avez les autres IA qui sont dites les IA générales. Alors l'IA générale, ça par contre tout le monde connaît normalement. C'est ChatGPT, c'est Llama, etc. Voilà, c'est toutes ces IA-là que beaucoup de monde utilise aujourd'hui et qui sont des IA en fait qui reposent sur des bases de données et qui grâce aux algorithmes vont pouvoir répondre un peu à toutes les questions que vous leur posez, etc., etc. Donc là encore, ça peut paraître assez surprenant. En réalité, c'est que des mécanismes de recherche, de couplage, d'association. Et on a l'impression que ça donne des réponses pensées, construites, etc. Alors qu'en fait, c'est des choix, des tris qui sont effectués. Et les pensées que vous voyez, en fait, elles existent, elles sont déjà en ligne. C'est juste que l'IA, elle utilise ces données-là pour les refaire. Donc il ne faut pas, mais je vais en parler après, du piège de l'illusion de l'intelligence, justement, parce qu'on n'est pas dedans. Donc, vous avez ces IA dites générales, et alors au sein de ces IA générales, il existe des IA qui sont dites ouvertes et des IA qui sont fermées. Alors l'IA ouverte, c'est une IA en fait dans laquelle on peut accéder aux lignes de code
et où chaque intervenant extérieur peut apporter des modifications à la façon de fonctionner de l'IA. Alors que l'IA fermée, donc par exemple Llama c'est une IA ouverte, c'est celle de Zuckerberg, et l'IA fermée c'est une IA comme ChatGPT qui repose en fait sur une base de données fermée avec un algorithme qui est prévu par le constructeur et qui va vous donner des réponses en fonction de ces algorithmes-là. Alors, pourquoi je précise tout ça ? Je ne rentre pas plus dans les détails là parce que ça ne sert à rien, mais maintenant que vous savez ça, déjà en termes d'éthique, il peut y avoir des questions à se poser sur quels sont les avantages, quels sont les inconvénients d'une IA fermée, d'une IA ouverte. Puisque si j'interroge ChatGPT, aujourd'hui, poser des questions à ChatGPT, je me suis amusé à le faire sur le conflit israélo-palestinien, vous allez voir que les réponses sont très édulcorées et qu'elles abondent en fait toujours dans un sens très censuré quelque part. Et l'IA, quand vous voulez essayer de lui faire prendre parti avec certains arguments ou quoi, elle peut même aller jusqu'à couper court et dire qu'après, c'est plus dans ses attributions ou c'est pas conforme avec sa politique, machin et tout. Voilà. Là, vous êtes dans une IA fermée. Dans une IA ouverte, en théorie, s'il y avait des intervenants qui permettaient à l'IA de réagir autrement, elle pourrait faire autrement. Alors la réalité, c'est que Zuckerberg, il vous parle d'une IA ouverte, là, actuellement, dans Llama, mais il précise bien qu'il garde le contrôle derrière de ce que peuvent faire les gens dedans ou pas. Voilà, il se garde. Donc, c'est intéressant, si vous voulez, les concepts d'IA fermés ou ouverts, mais en fait, il faut regarder à chaque fois qui c'est qui y a derrière, qui c'est qui gère et comment il veut gérer. Parce que les vraies solutions, elles sont là. Donc ça, c'était pour préciser, on va dire, un peu la méthode. Alors après, en ce qui concerne les IA générales, là je vais venir sur les IA générales parce que ça intéresse beaucoup les gens. Beaucoup d'experts en parlent et on parle aussi de ce qu'on appelle le fameux point de singularité. Le point de singularité, c'est le jour où on estimera qu'une IA est globalement de toute façon plus intelligente qu'un homme. Alors vous allez me dire, même ça ne veut rien dire en fait. Intelligent, non, c'est pas intelligent une IA. Mais on estime que ce point-là, ce sera quand l'IA elle sera capable de tout faire de toute façon, de façon supérieure à un homme. Alors il y en a qui disent que c'est de la fiction pure, et il y en a qui disent qu'au contraire c'est un peu exponentiel. On a démarré doucement, mais ça va de plus en plus vite et ça va arriver très vite, etc. etc. Ça concerne finalement quelque part que les IA générales. Alors, moi, la question que je me pose, c'est la démocratisation de l'IA générale. Aujourd'hui, n'importe qui peut prendre son PC, aller sur ChatGPT ou une autre IA, peu importe, vous prenez celle que vous voulez et vous vous en servez. Moi, j'avais des élèves, je leur donnais des devoirs, je voyais tout de suite quand vous en avez un qui a un QI de bulot et qui vous sort un truc super bien chiadé, sans une faute d'orthographe, et en plus c'est toujours très caractéristique, l'IA, ça vous fait toujours un pour, un contre, un machin, enfin bon voilà, c'est toujours les mêmes. Ça se voit tout de suite. Mais en dehors de l'aspect drôle, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'en donnant accès comme ça, libre à ça, c'est à la fois bien, parce que quand vous faites des recherches, c'est une façon d'éviter de passer 15 heures à chercher les trucs et tout, parce que l'IA va le faire pour vous. Mais bon, faire quelque chose à quelqu'un, c'est pas toujours une garantie que ce soit bien fait. Il y a ça, et du point de vue de l'ingénierie sociale, moi ce que je trouve très dangereux, c'est qu'on est en train de dresser un petit peu les gens à sous-traiter leurs pensées. Mais complètement. C'est-à-dire et encore, on ne parle même pas de pensée, puisque l'IA, c'est pas vraiment de la pensée. Mais on leur retire en fait la capacité critique, la volonté de chercher, de rechercher, etc., pour déléguer tout ça à quelque chose qui va le faire très confortablement et très rapidement. Et à terme, moi ce qui m'effraie, et je le vois avec les jeunes générations avec qui j'ai été en contact, c'est qu'on perd toute cette capacité justement à penser, à construire une pensée. Ça se perd. Et donc au niveau des masses, il y a un réel danger là-dessus. Donc le risque en fait que l'IA devienne un jour plus intelligente que l'homme ou quoi ou machin, c'est pas le risque majeur. J'en parlerai après par la suite sur d'autres applications.
Mais déjà, là, à mon sens, il y a un risque sur lequel on n'a pas du tout la main et sur lequel, en fait, aucune instance d'éthique n'a le contrôle. Parce qu'il existe des instances d'éthique, justement. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine, même. Et il y en a en Europe. Voilà. Donc aux États-Unis, vous avez Biden qui avait signé un décret. Donc c'est un décret sécurité et confiance en l'IA, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez aussi le NIST qui est un organisme chargé de surveiller toutes ces dérives éthiques et de les dénoncer. En Europe, vous avez l'IA Act qui a été signé il n'y a pas longtemps par Ursula von der Leyen. Pareil, donc là on veut mettre de l'éthique là-dedans, mais on ne voit pas les effets pervers derrière. Ça, c'est un autre problème. En Chine, vous avez aussi un autre traité qui parle de ça. Bon, mais ce que je vois, moi, c'est que derrière ça, je reprends une phrase de Montesquieu hein, qui disait justement la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent. Je peux mettre toute l'éthique que je veux. Si derrière, je crée une société de droit qui m'autorise à faire ci ou ça ou ça ou ça, eh ben, je peux faire ce que je veux avec l'IA. Et en réalité, dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, ben, c'est ce qui se passe. Parce que nos droits fondamentaux sont de plus en plus bafoués. Quand je parle de droits fondamentaux, je parle du droit naturel notamment. Et ça, en seconde partie, on verra pourquoi, quel est ce lien entre la disparition du droit naturel, les avancées technologiques et la favorisation du droit positif. On verra ces liens-là. Mais le droit naturel disparaît. Le droit positif devient de plus en plus inquisiteur, c'est-à-dire qu'il va venir de plus en plus cibler de façon spécifique des exigences. Donc on va créer des lois maintenant qui sont de plus en plus liberticides et qui ciblent une communauté en particulier voilà, pour pouvoir orienter en fait les masses vers le projet de société vers lequel on veut. Et est-ce que c'est la fonction première du droit? Moi, en tant que juriste, je dirais non. Aujourd'hui, il y a vraiment une instrumentalisation politique pour vous faire dire ça, pour vous interdire de dire ça, etc., etc. Donc le concept de liberté d'expression est sacrément bafoué. Il fait partie des droits naturels, c'est pas pour rien. Et donc, dans ce contexte-là, on a un emploi actuel de l'IA qui d'ores et déjà peut poser de questions. Donc, c'est sûr, on a des experts comme Bengio ou Musk qui vont dire bon attention, il y a des risques avec l'IA générale, etc. Voilà, bon, c'est bien beau. La plupart des autres experts sont d'accord pour dire que c'est une révolution, c'est bien, ça fait progresser partout. Mais moi, ce que je regarde, c'est que si on les emploie effectivement, comme je vous avais dit, dans plein d'applications, y compris la médecine et tout ça, si on prend des cas d'utilisation spécifique de l'IA spécifique, par exemple pour la surveillance des masses, on voit ce qui est passé par décret, c'était le décret d'août 2023 sur la surveillance algorithmique en France. On a autorisé la surveillance algorithmique en utilisant notamment des drones. La loi le permet. Donc si ça pose un problème d'éthique, qu'est-ce qui reste? Il reste la CNIL pour l'instant. Bah, néanmoins, ça évolue. Il y a quelques années de ça, on ne l'aurait même pas envisagé en fait. Donc il faut voir les évolutions de la société. Alors par ailleurs, si on doit faire un retour là-dessus, alors il y avait 4 sociétés qui avaient été mandatées d'IA. Il y a 2 sociétés américaines, une israélienne et une française, donc qui ont servi, mais le retour est assez négatif d'ailleurs en matière de réussite, de succès. Il y a eu beaucoup de problèmes, ça n'a pas été très efficace. Il y a les caméras qui confondaient une poubelle avec un SDF. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. C'était vraiment voilà, donc c'est pas encore au point. On a donc là voilà, on a des sociétés comme la société israélienne qui faisait partie des sociétés qui ont été mandatées pour ça, qui s'appelle Briefcam, qui fournit aussi des logiciels pour les municipalités par exemple. Donc vous avez beaucoup de municipalités qui utilisent déjà la surveillance algorithmique avec toutes les barrières imposées par la CNIL.
Mais moi, pour avoir été dans le métier, je peux vous dire d'ores et déjà que si le logiciel offre des possibilités, elles sont forcément exploitées en off. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas de façon officielle, c'est pas acté sur des PV, mais c'est utilisé en off. Voilà. Ça commence comme ça. Après, mais quand vous regardez petit à petit, en fait ça va quand même assez vite parce que là on est en 2025, on rentre en 2025 et je pense que vous êtes au courant qu'il va y avoir une évolution des radars qui sont déjà en place, les modèles Mesta Fusion, là, les grands là, comme ça. Et maintenant ils vont être en capacité de vous flasher si vous êtes au téléphone, si vous n'avez pas la ceinture. Et ça c'est des algorithmes qui travaillent pour repérer en fait le nombre de personnes dans l'habitacle, etc. Voilà, donc ça, c'est des IA spécifiques. Et le danger réel, à mon sens, moi, il est au niveau, pour l'instant, de ces IA spécifiques. Et même du point de vue militaire, après, on va en parler, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on fait un focus, on fait une espèce d'écran de fumée médiatique sur l'IA générale, les ChatGPT et tout, mais le danger actuel, là quand je parle en 2025, c'est surtout l'emploi des IA spécifiques au quotidien et de façon invisible. C'est invisibiliser le problème justement. Là où on veut nous la glisser en quelque sorte, c'est que voilà, les ChatGPT et compagnie, ce sont les écrans de fumée quoi. Ce sont vraiment les écrans de fumée. Alors, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a une implication très très importante, et là on rentre dans le sérieux, là on va commencer à rentrer dans le sérieux, des IA spécifiques et de l'emploi des IA spécifiques à l'échelle internationale. Et en fait c'est là-dessus que ça se joue parce que on a parlé d'éthique, on a parlé de comités d'éthique qui existent à droite à gauche. La réalité c'est que dans l'armée ou dans le domaine médical, il n'y a pas d'éthique et il n'y a pas de contrôle. Et vous pourrez faire toutes les recherches que vous pourrez, moi je les ai faites, je n'ai trouvé aucune instance de contrôle éthique ou quoi dans le domaine de la recherche militaire, dans le domaine de la recherche médicale ou autre. Et même si vous interrogez ChatGPT là-dessus, ChatGPT il va vous dire oui c'est open bar pour eux. C'est vrai. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une grande compétition au niveau mondial des entreprises de la tech qu'on appelle les hyperscalers, qui sont des entreprises essentiellement américaines et chinoises, avec une légère domination américaine pour l'instant. Vous avez des entreprises comme IBM Cloud, Amazon Cloud, et j'en passe, qui sont des entreprises spécialisées en fait dans la tech et dans la recherche sur l'IA. Vous avez l'équivalent en Chine, hein, Huawei Cloud, tout ça. Vous avez Alibaba Cloud qui existe aussi. Et l'Europe est à la ramasse complète là-dessus. Donc pour le moment, c'est très compliqué. Et la guerre de demain, en fait, elle se fait à ce niveau-là. Et tout ça, ça a pris énormément d'ampleur avec le conflit ukrainien à l'heure actuelle. En Ukraine, il faut savoir qu'on a complètement changé la façon de faire la guerre et on a beaucoup développé justement le pan technologique en utilisant l'IA. Donc vous avez une ligne de front qui doit faire approximativement 1500 km à peu près sur des variantes de 1 à 10 km de large. Vous avez deux armées qui ont des cavaleries conséquentes avec beaucoup de blindés, beaucoup de matériel roulant. Cette ligne de front, les deux camps la veulent infranchissable. Elle fait partie des zones les plus minées au monde à l'heure actuelle, hein, et c'est une ligne de confrontation très intense. Aujourd'hui, l'industrie de l'armement entre dans une véritable révolution. C'est simple. Elle va fournir maintenant une offre. Hein, il faut que la capacité soit mobile, peu chère, et il faut justement qu'elle soit remplaçable, du consommable. Autrement dit, vous avez un char dernière génération à 5 millions, aujourd'hui vous avez un drone anti-char à 5 000 $. Voilà le ratio à peu près. Et donc, ça change complètement la façon de faire la guerre et d'envisager structurellement d'ailleurs la composition des armées, les aspects logistiques, les aspects stratégiques, les besoins énergétiques, etc., etc.
Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire à ce niveau-là. En gros, vous avez un téléopérateur, un drone. C'est simple, hein, le drone va... C'est ce qu'on appelle des technologies autonomes ou semi-autonomes en IA. Hein. Il va de lui-même en fait aller sur la cible qui lui a été désignée, les coordonnées ou quoi. Il va repérer les lieux, l'IA va faire un topo justement du terrain, topographique, tout ça. Il va calculer en fait le système d'attaque et il va déclencher ce qu'on appelle par interconnexion hein, un essaim de drone. Hop. Et l'essaim en fait va aller frapper la cible. Et ces systèmes-là sont quasi autonomes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir besoin d'un homme pour rentrer les données dedans et après on les laisse se débrouiller. Et ça marche aussi en système de défense. C'est-à-dire que vous avez des systèmes de défense qui sont conçus avec l'IA de façon à, dès qu'ils décèlent quelque chose, balancer des pluies de drones écran ou des choses comme ça pour que ça pète en l'air. Donc là, c'est vraiment révolutionnaire comme système. Ça va modifier aussi le rapport au coût et ça va modifier beaucoup de choses d'un point de vue géopolitique. Si on regarde, des pays comme actuellement l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui commence à investir un peu dans l'IA, sont des pays avec des capitaux très importants, avec des réseaux qui sont très développés en termes de connectivité, et avec aussi une météo qui est très favorable, notamment aux besoins énergétiques de l'IA. L'IA, c'est quelque chose qui est très consommateur en énergie. Mais si vous avez de quoi, par exemple, alimenter les systèmes autonomes avec des panneaux solaires, vous pouvez vous assurer des systèmes de protection très, très performants. Au Moyen-Orient, Proche-Orient, ça va changer la donne géopolitique. L'Iran, par exemple, a plein d'actifs dans la région qui sont très... on les a localisés, ils sont immobiles. Il y a moyen de les frapper très facilement. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ils sont très performants dans ce domaine-là, ont les stratégies de défense aussi avec des systèmes identiques. Derrière, il y a aussi les risques d'emballement. Et ça, c'est des questions qu'on se pose. Quid de la question de l'emballement des systèmes autonomes? C'est-à-dire qu'un jour, un système autonome commet une erreur et déclenche l'autre système autonome de l'adversaire. Donc là aussi, on a des scénarios comme ça sur lesquels on se pose encore des questions et beaucoup d'experts IA d'ailleurs le reconnaissent. On ne sait pas interférer sur ces systèmes autonomes à ce stade-là. On ne saurait pas comment désengager la situation. Ce serait compliqué. Voilà. Donc vous voyez que la donne géopolitique peut changer et on n'a plus forcément besoin d'être une superpuissance pour avoir des capacités de frappe et des destructions importantes. Et donc ça concerne des petites entités étatiques mais aussi des entités non étatiques. C'est-à-dire que les groupes terroristes et tout ça peuvent bénéficier de ces technologies à moindre coût. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est de la technologie consommable, remplaçable. Donc c'est très bon pour l'industrie de l'armement. Voilà. Et les armées, elles, dans leur conception, n'ont pas encore pris tous ces paramètres en compte. Alors notamment les armées européennes, mais pas américaines. Américaines et chinoises, eux, par contre, ils ont vraiment compris le truc. Et les Européens sont, à mon sens, encore un peu à la ramasse. Voilà. Donc là, on a vraiment une implication. Alors tout ça pour dire que quand on s'inscrit dans une concurrence internationale comme ça, l'éthique, il faut oublier quoi. Parce que en réalité, l'IA, elle va être développée sans limite à partir du moment où il y a ce jeu concurrentiel et à partir du moment où on s'inscrit dans une logique à la fois concurrentielle et performative, il n'y a plus de limite. Donc c'est par là que ça va se faire. Après, il y aura les écrans de fumée et après, il y a ce qu'on appelle la gestion politique, c'est-à-dire que le politique, dans quelle mesure, lui, il met des freins. Alors par exemple, pour les Américains, la donne risque de changer avec Trump. Et là, on l'a vu récemment, puisqu'il y a 3 jours, il annonce le projet Stargate, qui consiste à injecter 500 milliards de dollars dans l'IA, puisqu'il a tout compris. Mais il a tout compris, et c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que les enjeux de demain,
pour la domination, et notamment pour l'hégémon américain, pour sa domination, ça passe par là. Et en fait, tout va passer, tout le reste va passer par là. D'où les investissements colossaux. Ce qui est d'ailleurs l'objet d'une dispute toute récente entre Musk et le patron d'OpenAI, parce que Musk n'a pas été mis au courant en fait du financement de ce plan, et on n'a pas sollicité son industrie à lui pour le faire. Donc il n'est pas très content. Voilà, mais ça c'est un petit problème interne. Donc je passe, j'ai essayé de faire court sur cette partie. On va donc aborder la question maintenant B, donc le transhumanisme. Explication et point de situation en 2025. Alors transhumanisme, moi je trouve que c'est un peu plus passionnant qu'IA, d'un point de vue conceptuel, parce que l'IA c'est de la technologie quoi. Et en fait l'IA, vous allez comprendre que c'est surtout un outil, et que derrière cet outil, c'est comme une arme. Une arme, vous avez l'arme, quand elle est posée sur la table, ça craint rien. Quand quelqu'un la prend, il commence à y avoir un risque. Puis après, en fonction du tireur et de l'expérience de la personne, soit ça se passe bien, soit au contraire, c'est très risqué et dangereux. Le transhumanisme, c'est autre chose. C'est plus pervers, c'est plus insidieux, et c'est une question qui relève plus de l'idéologie. Alors, là, je vous ai mis pas mal de figures du transhumanisme. Alors j'ai quand même mis le docteur Alexandre, hein. C'est pas une grande figure, mais professeur, voilà, peut-être. Ouais. Et c'est-à-dire que je le trouve tellement con que je voulais le mettre, quoi. J'expliquerai pourquoi après. Parce que je vais aussi à un moment, je pense, je serais peut-être amené à dire que sous certains aspects, il n'a pas tort. Je m'imaginais jamais dire ça un jour. Mais sous certains aspects, il a raison. C'est-à-dire que quand il parle, et je pense à sa conférence notamment qu'il avait donnée à l'école polytechnique, où je pense que vous l'avez peut-être tous vu, hein, où il parlait des gens inutiles, en disant, d'ailleurs en prenant pour référence les gilets jaunes. Il avait dit en gros, demain ce sera nous et eux. Demain il y aura l'homo deus, en parlant de lui et des polytechniciens. Et puis eux, les gueux, les descendants. Donc le problème, c'est sa vision des choses. Le problème, c'est son état d'esprit, parce que dans les faits, c'est pas faux. C'est ça le problème. Mais le gros problème, c'est qu'il n'est pas là pour dénoncer le fait que ce soit un problème. Il est là pour dire c'est super. Voilà. Mais ça, on va en reparler après. Donc le transhumanisme, vous allez voir, je pense que, à moins qu'il y ait vraiment des adeptes qui se soient vraiment penchés sur la question, mais c'est assez troublant le transhumanisme. Donc c'est un mouvement intellectuel, idéologique, culturel, en gros, qui explique que l'homme doit pouvoir transcender ses limites biologiques pour aboutir à une nouvelle condition dite post-humaine. En gros, nous sommes des humains, nous sommes construits sur la base de déterminisme biologique, et le transhumanisme, par les progrès de la science, par les progrès de la recherche, doit nous faire dépasser ce cap, le transcender, et en gros devenir quelque part Dieu à la place de Dieu à la fin. Voilà, donc ça c'est dans le transhumanisme dans les grandes lignes. Alors forcément il est intrinsèquement lié à l'IA, il est intrinsèquement lié à la robotique. Ça c'est une évidence, parce que l'homme augmenté, ça passera par là. Ça passe par les augmentations, ça peut être physique, hein, ça peut être demain, en termes biomécaniques, changer les corps, augmenter la force, etc., créer un super combattant, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi au niveau intellectuel, c'est-à-dire augmenter les capacités intellectuelles de l'homme, et justement faire interférer ça avec les technologies IA. Donc rentrer dans ce qu'on appelle l'interface cerveau-corps ou cerveau-machine, et ajouter en fait les gains qu'offre l'IA aux capacités humaines. Donc tout ça, c'est quand même étroitement lié.
Le fondateur, quelque part, du transhumanisme, dans les mots, hein, celui qui a sorti le mot, c'est dans les années 50, c'est Julian Huxley, qui est le frère d'Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes. Donc c'est lui qui a déjà posé en fait les jalons du transhumanisme, bien que sur le plan philosophique, on a déjà une inspiration des philosophies progressistes comme Descartes ou Locke, pour qui l'homme reste perfectible et s'érigera grâce à la raison, grâce à la science. Donc une vision qui change, en fait, qui évolue par rapport à la vision spirituelle de l'homme qu'avait produit, on va dire, l'Ancien Régime, avant anté-Renaissance. Donc on retrouve ces fondamentaux-là, et ça j'y reviendrai par la suite. Mais bon, c'est vraiment après la Seconde Guerre que naît le transhumanisme. Et pas comme certains le disent des fois un peu trop rapidement avec le nazisme. Le nazisme, c'était l'eugénisme, mais je parlais du docteur Alexandre tout à l'heure. Il y a une forme d'eugénisme 2.0 dans le transhumanisme. Mais, et justement, on en reparlera. Donc, Huxley en parle dans les années 50, mais c'est à partir des années 80 où le concept est vraiment développé. Où il est vraiment développé en profondeur par des intellectuels comme Max More, que vous avez en photo sur le diapo, ou par l'Iranien Feridun Efendiari, alors son nom est compliqué à prononcer, il a bien fait, il s'est créé un pseudo qui s'appelle FM 2030, c'est plus facile. Donc j'appellerai FM 2030, moi, c'est plus simple pour moi. Et FM 2030, c'est vraiment un des pionniers du transhumanisme, vraiment, qui a développé en fait toute la théorie jusqu'au bout. Et c'est en étudiant FM 2030 que moi j'ai découvert les choses les plus vertigineuses. C'est en regardant le livre qu'il a écrit, donc, que j'ai mis, qui s'appelle Upwingers, qui traite en fait d'un monde transhumaniste, tel qu'il le conçoit, dans son expression paroxystique. Vraiment. Et là, il y a quelque chose d'assez vertigineux, parce que là-dedans, on découvre un monde dans lequel donc l'individu doit transcender ce qu'il est, se pose les questions, alors reviennent toujours les questions du je suis pas suffisamment performant, je suis pas suffisamment bien dans mon corps, je voudrais, je sais pas moi, je voudrais augmenter mes capacités, etc. Je voudrais ne plus être celui que je suis. Donc ça, c'est des questions qui reviennent souvent dans ses écrits. Et dans son monde, il y a une recherche en fait de liberté absolue chez l'homme qui le coupe de toute forme de déterminisme. Parce qu'il faut se couper justement des déterminismes biologiques pour pouvoir bien accepter le transhumanisme. Et on a des enfants qui naissent de mères porteuses dans des villes bulles auxquelles ils sont tout de suite détachés, qui sont élevés en fait. On les fait élever par différentes personnes, d'accord, et on les détache comme ça l'une à l'autre, et pour qu'ils aient jamais d'attachement. Et dans son monde, les gens sont sans cesse nomades, parce qu'il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas d'enracinement, il ne faut pas d'héritage pour être dans cette vision-là. Et la question du rapport au corps doit être oubliée, puisque le corps en fait est quelque chose qui est remplaçable. Et donc il y a vraiment cette vision-là, et parce que le livre date de 73, dès 73, il pose les principes du transgenrisme, c'est-à-dire aussi transcender ce qu'on est biologiquement, et donc il pose aussi les principes de l'idéologie transgenre. Et en réalité, en étudiant le mouvement transhumaniste, on s'aperçoit qu'il y a un lien direct entre l'idéologie transgenre, qui est vraiment un tremplin pour l'idéologie. C'est une première étape en fait du transhumanisme. C'est une première étape de l'acceptation à la renonciation de ce qu'on est, pour changer, pour devenir autre chose. Et alors ce que je vous dis, ça se confirme par plein de choses.
on a un grand penseur du transhumanisme qui s'appelle Nick Bostrom. Alors je ne l'ai pas mis en photo, j'aurais dû. Qui est fondateur de la World Transhumanist Association, qu'il a créé en 1998 et qui change de nom d'ailleurs pour s'appeler le Humanity Plus en 2008. Alors ça rappelle un peu le LGBTQA+. Et vous voyez que dans ces terminologies, on mélange le littéral avec le signe mathématique. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça aussi dans l'idéologie LGBT. Parce que c'est lié. Et quand vous regardez l'idéologie LGBT, elle fait appel à la médecine et à la transformation du corps déjà, aussi. Et elle est vraiment ancrée sur le plan idéologique et philosophique, elle est vraiment en corrélation totale avec l'idéologie transhumaniste. Et ça va plus loin que ça. Nick Bostrom, là, le philosophe, le penseur dont je parle, qui est vraiment aussi à fond transhumanisme, avait posé la théorie de la simulation. Alors je ne sais pas si ça vous évoque un certain film déjà, qui s'appelle Matrix. Et il avait émis l'hypothèse que l'homme, une fois qu'il aurait atteint sa condition post-humaine, serait capable de générer une simulation dans laquelle en fait d'autres personnes vivraient. Donc il avait développé cette hypothèse en 3 possibilités. Donc soit l'humanité s'éteint, ça c'est la première hypothèse, c'est l'hypothèse la plus dégradée comme on dit en termes militaires. Soit l'humanité s'éteint avant d'avoir atteint le stade de la post-humanité, c'est-à-dire l'après, la condition post-humaine. Soit l'humanité atteint la condition post-humaine, mais n'engage pas de simulation, ne crée pas de monde simulé en fait pour recréer une nouvelle humanité. Soit ça s'est déjà fait et nous sommes dans une simulation qui est faite par une civilisation humaine post-humaine, post-humaine. Et c'est là qu'on retrouve vraiment l'aspect Matrix et les frères Warowski, je crois ils s'appellent. Oui, non, mais justement, c'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir, qui sont devenus les sœurs Warowski. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je pense qu'ils ont vraiment analysé de fond en comble tous les plus grands penseurs, philosophes transhumanistes, c'est sûr et certain. Que ce soit dans la théorie de la simulation ou dans la théorie en fait de l'abandon du corps et du transgenrisme. Ça me paraît être une évidence. C'est pas pour rien qu'ils sont devenus effectivement avec les cheveux roses et tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans le transhumanisme aussi, c'est le rapport à la mort et forcément le lien avec le matérialisme. Alors, parce que en 2025, le transhumanisme, c'est avant tout la quête de l'homo deus, c'est-à-dire l'homme supérieur, augmenté, et surtout l'homme en capacité de vivre soit très longtemps, soit éternellement. Ça, c'est le rêve du docteur Alexandre, ça. Donc, lui, il veut vivre 1000 ans, je crois, avec Harari, et les 2 potes, là, ils sont chauds. Donc, je crois que c'est vrai, il avait dit ça, il avait parlé d'un millénaire, ça fait très, très Reich, d'ailleurs. Et donc, là, actuellement, il y a beaucoup d'entreprises, comme la filiale Calico de Google, qui est gérée par... comment il s'appelle, lui? C'est... Kurzweil. Et voilà, donc là par exemple, Kurzweil, il y a une filiale de Google qui est consacrée à la recherche contre le vieillissement et à la recherche sur l'immortalité, quoi. Il faut le savoir. Les thérapies géniques, les nanotechnologies, les technologies d'édition de gènes. Donc là, oui, on travaille vraiment sur ces domaines de façon très sérieuse. Alors moi, ça me pose plusieurs questions. Déjà tout ça, je parlais de matérialisme et de confrontation avec le matérialisme. Ce sera le sujet de la deuxième partie, ça, justement. Parce qu'on verra
l'essor du matérialisme en philosophie dans le temps, et qu'est-ce qui conduit justement à créer cette société qui nous amène en fait de façon implacable à ça. Je suis le premier à le critiquer et à détester ça, mais on y va. On y va parce que tout le monde est dessus et qu'il y a une grosse concurrence et que de toute façon, comme le disait le docteur Alexandre, si on ne le fait pas, les autres le font. Et c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Mais par contre, ça soulève plein de paradoxes. Je commence par le paradoxe de la simulation déjà, puisque on a des gens en fait qui nous expliquent qu'on vit dans un monde illusoire, mais qui pourtant s'appuie sur des données complètement matérialistes et sur une philosophie complètement matérialiste pour nier l'existence de Dieu. Donc finalement, la simulation, c'est une réponse qu'ils apportent pour dire ouais, j'ai pas d'explication à l'existence potentielle de Dieu, donc en fait, on vit dans une simulation informatique. Voilà, c'est un peu ça. Donc on est un peu dans cette histoire-là. C'est un peu un non-sens, enfin, c'est un petit peu biaisé comme point de vue, je trouve. Et on a aussi un paradoxe qui... alors celui-là, il est très marqué, avec notre façon et le prisme, on va dire, le prisme à travers lequel on nous oblige à regarder la société, qui est un prisme néo-malthusien. C'est-à-dire que, d'un côté, on vit dans une société où on nous dit il y a un problème quant aux ressources, il y a un problème quant à la démographie. Le néo-malthusianisme pose la question de la démographie en problématique centrale, parce que c'est ça, hein, en gros, pour dire les choses sans filtre, c'est on est trop nombreux, il faudrait qu'on soit moins nombreux. Quand vous regardez tous les grands narratifs, ils sont liés à ça. Alors surtout celui qui est à la mode en ce moment, c'est le narratif environnemental, la façon dont il est traité avec le CO2, etc., où c'est clairement une façon de nous dire, il faudrait, si on était moins, ça serait mieux quand même pour le partage des ressources. Et derrière, il y a tous les enjeux énergétiques, etc., etc. Donc on vit dans ce monde-là. Et de l'autre, on a toutes nos élites, toute la grande bien-pensance et tout ça, et surtout un paquet de multimilliardaires qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche de la vie éternelle, quoi. Alors si on est très nombreux et que, soi-disant, on recherche, on veut faire en sorte que les hommes vivent plus vieux, etc., ou alors qu'ils soient immortels, etc., il faut m'expliquer à un moment. C'est pas possible. Voilà. En gros, vous l'avez compris, je pense que ces gens-là, c'est pas pour tout le monde. Et comme on s'inscrit en fait dans le transhumanisme, et ça c'est un problème d'éthique, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le docteur Alexandre, c'est pour ça que je disais que j'allais rebondir dessus après, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une logique performative et compétitive. Et d'ailleurs, pour lui, l'intelligence artificielle, même quand on l'écoute, une fois qu'elle devient incontrôlable et supérieure, elle écrase l'homme, quoi. Enfin, pour lui, c'est ça, être intelligent, hein. À mon avis, si vraiment un jour l'intelligence artificielle arrive à un stade de conscience et qu'elle est intelligente, normalement, elle devrait préserver la vie. Mais bon, ça, c'est Dr Alexandre. Et donc, on s'inscrit dans cette vision réellement performative, compétitive. Quelque part, ça nous montre que tout ça, ça va devenir des objets marchands, que finalement, ce seront les gens, ça va coûter très cher, à mon avis, d'être immortel, et que ce sera réservé effectivement à une forme d'élite. Là, on est dans l'hypothétique, parce qu'on en est pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Mais en tout cas, ça montre un petit peu la façon dont ces gens envisagent l'avenir. Un gros gâteau, on va dire, pour symboliser, on est 10 dessus. Donc eux, ils sont tout seuls, c'est l'élite, hein, et puis nous, on est les 9 autres. Et en gros, pour l'instant, en fait, on se sépare les miettes. Eux, ils ont augmenté leur part, hein, à chaque fois. Et le jour où ils n'ont plus besoin de nous parce qu'on les aidait à confectionner le gâteau, parce qu'eux, ils font vraiment rien, ils se débarrasseront de nous, ils auront tout le gâteau, et puis ils vivront de façon immortelle dans un paradis terrestre. Voilà, c'est ça. Mais l'aboutissement du transhumanisme, c'est ça. Et c'est ce que disait FM 2030 d'ailleurs, qui envisageait un monde dans lequel le travail n'existe plus. Parce que il y a ce fameux lien entre la robotique, l'IA et tout ça, et qu'on sera amené à remplacer finalement les gens par les machines dans leur fonction de production.
Et donc au final, il restera que des dieux qui sont en fait l'élite très riche et qui pourront vivre dans un paradis où tout sera... Voilà, ça c'est le délire, si on va jusqu'au bout du délire. Mais il y a vraiment de ça. Alors, si on s'intéresse au biomédical, là par exemple, pour faire un petit point sur 2025, tout à l'heure je vous avais parlé de l'Afrique, et effectivement, aujourd'hui on sait injecter des choses traçables, hein, c'est pas complotiste de le dire, hein, dans des vaccins, par le biais de particules nanolipidiques, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui existe vraiment, qui se fait, et bien entendu, c'est en lien avec le reste, parce que derrière, il y a aussi un objectif caché, qui est celui du contrôle des flux, de la traçabilité des personnes, et des capacités à savoir qui fait quoi, et qui est qui. Voilà. Et pour terminer avec cette première partie, aujourd'hui, l'IA, c'est pareil. On peut savoir qui vous êtes grâce à l'IA. Nous, on a fait l'expérience avec un camarade. On a recherché du mobilier, après que moi j'ai recherché du mobilier plus cher, de plus grande valeur, plus haut de gamme. Lui, il s'intéressait à des trucs plus bas de gamme. Et après, on a cherché un produit sur un site, le même. Et moi, je l'avais en solde avec, je ne sais plus combien, une centaine d'euros de réduction. Lui, il l'avait en solde avec 200 ou 300 euros de réduction. Sur le même site. 2 écrans juxtaposés. Derrière, en fait, il y a des algorithmes qui travaillent pour comprendre ce que vous faites, vos goûts. Et il y a des sites maintenant qui payent avec les algorithmes pour adapter au mieux les échelles de prix par rapport au type de client qu'ils ont. Ça permet d'optimiser les gains. Voilà, mais c'est ça le futur, hein. Et quand vous cherchez un billet SNCF, quand vous êtes là à regarder les réductions, si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous ne l'avez pas trouvé tout de suite et que vous attendez 2-3 jours après pour essayer d'avoir moins cher, effacez votre historique. Parce que plus vous allez faire de recherche, plus les prix après ils vont augmenter. Voilà. Alors, on va parler de la deuxième partie. Celle-là, je l'aime beaucoup. Deuxième partie, transhumanisme. Outil d'un bouleversement anthropologique majeur. Donc IA et transhumanisme. Là, c'est perçu en tant qu'outil d'un bouleversement anthropologique majeur. Alors c'est vrai, c'est un outil de bouleversement anthropologique majeur. Et on l'a vu avec les projections finalement de l'idéologie transhumaniste, qui quelque part, en fait, quand on regarde ce que disait FM 2030 dans ses écrits, ça ressemble beaucoup au monde voulu par le World Economic Forum, ou toutes ces instances. C'est-à-dire un monde nomade, apatride, déraciné, sans religion, athée, sans spiritualité, purement matérialiste, avec beaucoup de marchés ouverts et surtout une réification de l'homme, c'est-à-dire une transformation de l'homme en objet marchand, voilà, en objet tout court et en objet marchand. Donc ça c'est vraiment dans la volonté de ce type d'élite là, hein, parce que après il y a différentes. Donc là, l'idée c'est d'expliquer que c'est de prendre le problème à l'envers, de dire voilà, contrairement à ce que disent beaucoup d'experts de l'IA qui nous focalisent sur l'IA générale et qui disent ah oui, le jour où l'IA elle atteint le point de la singularité, qu'est-ce qui va devenir de l'homme, l'IA va être trop puissante, on va pas pouvoir l'arrêter, tout ça, etc., etc. Non, la réalité c'est que vous tirez la prise et elle s'arrête. Le problème c'est la société qu'on a produit qui utilise ces outils-là maintenant. C'est ça le problème de fond. Et le danger réel, il vient de là. Zuckerberg, il peut dire ce qu'il veut, Musk, il peut dire ce qu'il veut. Le danger réel, il est dans celui qui tient l'arme entre les mains. C'est pas l'arme elle-même. Même les systèmes qui se développent de façon autonome, comme je le dis, hein, il y a toujours quelqu'un de toute façon, et c'est neutralisable. C'est neutralisable. Donc c'est pas le problème. Le problème, il est d'ordre sociétal. Sur les images, je vous ai mis... Alors là, il y a des images ici, tout ce qui est post-révolutionnaire. Donc là, je crois que c'est Marie-Antoinette qui passe à la trappe. La révolution industrielle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Guerre froide,
les supercalculateurs et une projection. Je passe sur les deux tableaux, parce qu'on en parlera après. Mais les deux tableaux sont de la même époque, ils sont du 15e siècle. Et on en parlera après, parce que c'est un petit clin d'œil. La Révolution amène elle est la conséquence, on peut appeler ça un coup d'État, mais elle n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain. Hein. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais bon, Renaissance, tout ce qui est réforme, tout, Révolution. Il y a vraiment un changement, un grand changement radical du point de vue philosophique qui entraîne une forme de libéralisation. Et d'ailleurs, derrière la Révolution, apparaît le libéralisme économique réel. Je veux dire, bon, il y a eu Adam Smith, il y a eu tout, mais même en France, voilà, 1793, je crois, c'est la loi Le Chapelier, suppression des corporations, on remet l'usure au goût du jour, etc., etc. Donc tout est libéralisé. Et finalement, dans la foulée, on a la révolution industrielle. Là, entre les deux, il y a une vie d'homme. Hein. La révolution industrielle démarre déjà dès 1760 dans les pays anglo-saxons. Donc, souvent, on présente les choses, d'ailleurs, dans les programmes scolaires, de façon complètement dissociée. Donc les élèves, pour eux, la révolution, c'était un temps ancien par rapport à la révolution industrielle. Et vous voyez que les photos, c'est vrai, elles sont marquantes parce qu'on a quand même quelque chose qui est très, très métallique, très industriel, très, très technologique quelque part, avec une vision complètement, un dessin qui est très, très ancré dans le passé. Eh ben non, en fait, ça va très vite et on est vraiment dans la continuité. Et ça, c'est très important parce que vis-à-vis du développement des idées qui vont y avoir. On a parlé tout à l'heure vite fait de Descartes et de Locke. Les racines philosophiques du transhumanisme, elles ont été aussi puisées au XIXe siècle chez Hobbes. Pardon, pas chez Hobbes, chez comment il s'appelle, Auguste Comte et John Stuart Mill. Alors Comte, c'est la philosophie positiviste. J'essaye d'aller vite là-dessus, mais en gros, il a théorisé qu'une société passe par différents stades. Premier stade théologique, deuxième stade métaphysique, et troisième stade, celui du positivisme. Donc le positivisme, c'est quand la science et la religion, la science remplace la religion et les croyances traditionnelles. Donc déjà, on est déjà dans un changement de philosophie qui va inspirer après toute la suite. Et la suite, en fait, je vais en parler, c'est surtout le matérialisme. Mill, lui, c'est la philosophie utilitariste. C'est-à-dire le progrès scientifique et technique est une opportunité d'améliorer les conditions de vie. Bon, soit. Donc ça, c'est le 19e siècle. Ça m'amène à parler du matérialisme. Et c'est là que vous allez comprendre un petit peu mieux l'aspect chronologique de tout ça. Pourquoi j'ai séquencé. En gros, le matérialisme est né dans l'Antiquité. D'accord ? On a l'Antiquité. Ensuite, on passe sur une période où va arriver le christianisme en ce qui concerne l'Occident, d'accord ? Où là, on va rentrer en fait dans une ère dite spirituelle, et cette ère-là va se dégrader petit à petit vers la Renaissance, la Révolution, et là, après, on rentre dans l'ère industrielle et l'ère moderne, en fait, pour en arriver à l'ère actuelle. Alors, pourquoi je séquence comme ça ? Parce que, justement, il y a une base matérialiste qui remonte à l'Antiquité et qui a servi à inspirer tous les gens qui ont développé le transhumanisme, l'IA de façon conceptuelle, etc., etc. Alors, l'Antiquité, ça remonte à Démocrite, des penseurs comme Démocrite, par exemple, qui pensaient que les phénomènes naturels s'expliquaient justement sans avoir à recourir au surnaturel. Donc il a déjà une vision très, très pragmatique, hein,
très, très cartésien. Il expliquait déjà à cette époque que pour lui, tout était composé d'atomes. Donc c'est intéressant. Épicure, pareil, donc lui aussi c'est un atomiste. Et après, les gens connaissent Épicure. Hein. Il avait une éthique matérialiste qui était centrée sur la recherche du bonheur, l'absence de douleur, etc., etc. Et puis vous avez aussi d'autres penseurs comme Lucrèce. Donc lui c'était un penseur latin, un peu plus ancien, qui pensait que les dieux n'intervenaient pas dans le domaine du vivant et que justement il y avait des rapports de causalité, cause et effet uniquement matériels. Donc on a ça, et puis on a un vivier de pensée hein, qui provient de l'Antiquité. Et après, plus rien. Et c'est normal parce qu'on rentre dans une ère plus dédiée au spirituel. Et il faudra attendre en fait l'arrivée des modernes et du matérialisme moderne pour voir renaître ces philosophies. Hein. Je ne dis pas que Diderot n'a rien inventé, mais les modernes se sont inspirés aussi de ces modèles de l'Antiquité. On a Hobbes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc lui, il a une vision mécanique de la société. Hein. Tout dans la nature et dans nos sociétés peut être expliqué par les mouvements matériels. C'est ce qu'il explique dans son livre Léviathan. Ou Diderot, par exemple, qui explore aussi les pensées matérialistes en biologie et en philosophie. Et il affirme aussi que le processus de conscience émerge du processus matériel. Et tout ça, ça va nous amener, bon an mal an, à la pensée dite matérialiste dialectique. Donc là, Marx, Engels. Et dans cette pensée-là, on a les structures économiques et matérielles qui déterminent les idéologies. Pour Marx, c'est ça, pour Marx et Engels, ce sont vraiment les structures économiques et matérielles qui vont déterminer les idéologies, les interactions sociales et les modèles de production. Alors, Marx et Engels m'intéressent beaucoup parce que je me suis beaucoup inspiré dans mes écrits aussi de leur production, comme beaucoup de monde d'ailleurs, bien que je sois très critique à leur égard sous certains aspects. Et ce qui m'intéresse dans cette vision matérialiste, c'est que quelque part, quand on regarde en fait les fondamentaux de Marx, ils sont parfois très proches de ceux mis en avant par le christianisme. C'est-à-dire qu'on retrouve un principe d'universalisme, on retrouve un principe de dénonciation aussi des rapports de domination et de l'injustice des rapports de domination. Donc il y a un message quelque part qui, dans sa notion de rétablir la justice, qui est très christique, mais qui paradoxalement, je pense, et je ne pense pas que c'était dans l'intention de Marx, peut-être de le faire, encore que, j'ai un doute, mais qui ont servi le grand capital. Parce que, en pleine révolution industrielle, on a des gens qui essentiellement travaillent à la campagne et dans les champs, et qui vont devoir aller travailler à la ville, parce qu'il y a une réarticulation économique, et que le travail, on le trouve à l'usine. Et donc on a un vivier de personnes qui est extrêmement croyant, avec des fondamentaux, donc qui sont quand même, ils sont de culture très croyante, ils sont très imprégnés en fait par les fondamentaux chrétiens, et ces fondamentaux-là sont les plus grands freins à l'essor du capitalisme. Je veux dire, il n'y aurait pas eu la révolution et tout l'essor du libéralisme s'il n'y avait pas eu la chrétienté. Je veux dire, ce sont les plus grands freins. Et quelque part, Marx, il arrive à rendre athée la classe ouvrière par son concept, donc en conservant justement le message christique, mais en supprimant la croyance en Dieu, par le rapport matérialiste aux choses. Et ça, c'est Vislar. Et je pense que je ne sais pas si c'est Marx qui voyait, s'il avait déjà envisagé la chose comme ça. Parce que Marx, il était juif, ça peut jouer, mais il était aussi très pauvre au début de son existence, il ne faut pas l'oublier. Et il s'est associé assez rapidement avec Engels, qui était très riche, et qui était fils d'entrepreneur, très riche. Et je me suis souvent posé la question de savoir si, dans le fond,
il n'y avait pas une manipulation de la part d'Engels ou quoi. Il faudrait faire des recherches là-dessus, ça pourrait être intéressant. Mais s'il n'y avait pas une stratégie. Parce que le marxisme, en fait, c'est bien beau, mais c'est une entreprise de destruction matérialiste de la spiritualité. Hein. C'est clair. On peut pas le renier, cet aspect du marxisme, même si je m'en suis beaucoup servi pour dénoncer des problèmes, et notamment quand, dans mon livre, j'aborde les choses sous l'angle de Debord, quand je parle de la société du spectacle et du rapport matériel aux choses, l'aspect critique de Debord est très inspiré de la philosophie de Marx. Et donc, en ce sens, c'est très intéressant de l'exploiter pour dénoncer les failles de ce système. Mais il y a une perversité derrière Marx. Et si je dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que toute cette évolution, elle arrive en même temps que le darwinisme, en même temps que tous ces concepts, finalement, qui annoncent quelque part le rapport à la concurrence, la performance, l'eugénisme à venir. Voilà, tout ça se met en place. Et donc il faut considérer que c'est dans ce monde-là dans lequel le transhumanisme se développe. Et c'est vraiment sous cet aspect-là, une fois qu'on a compris ça, qu'on comprend que compte tenu de l'évolution du monde actuel, ça ne peut pas s'arrêter. Le transhumanisme, en fait, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça, une petite bulle. Ah tiens, il y a 2-3 délirants là comme ça qui se sont mis à penser ça, et puis ça restera utile pour faire quelques films à Hollywood. Ben non, en fait non. En fait, le transhumanisme, c'est la continuité de tout ça. Et c'est la continuité du matérialisme. Donc, et si je vous ai mis d'ailleurs en clin d'œil les deux œuvres d'art que vous avez, donc, dont une est de l'école flamande et l'autre de l'école italienne, c'est parce qu'elles sont contemporaines. Elles sont du XVe siècle. Et l'une est étudiée par les étudiants en art comme faisant partie de l'art moyenâgeux, et l'autre est étudiée comme faisant partie de l'art de la Renaissance. Et pourquoi ? Parce qu'à la Renaissance, on renoue avec tous les codes stylistiques de l'Antiquité, et donc avec la pensée matérialiste aussi par le même temps. Et donc, il faut marquer les esprits, y compris les esprits des étudiants, en leur montrant que le progrès, c'est là, c'est pas avant. C'est pas dans la recherche spirituelle, dans la quête du spirituel et dans le monde spirituel. C'est dans le monde matérialiste. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, on emploie le terme de Moyen-Âge, qui est un terme qui n'est pas apprécié par les vrais historiens, parce qu'il est péjoratif, il est volontairement péjoratif, et ça va jusqu'à étudier des tableaux qui sont contemporains sur deux disciplines différentes. Voilà, pour des raisons idéologiques. C'est pour vous montrer le monde dans lequel on vit, quoi. Ça repose sur les travaux de Gianelli, d'ailleurs, il s'appuie là-dessus. C'est lui déjà, dès la Renaissance, qui opère ces classifications. Et donc l'art italien, en fait, alors ça commence avec les primitifs, hein, je digresse, mais ça commence dès le XIIIe siècle. Et dès le XIIIe siècle, d'ailleurs, les primitifs peuvent être étudiés dans le cadre de la Renaissance parce que ça vient d'Italie et parce qu'il y a des références à la République. Ça, il faut le savoir aussi. On vit dans un monde qui est complètement falsifié, qui est absolument pas objectif. Et donc tout ça s'inscrit en fait dans une continuité. Donc cette partie-là, voilà, elle avait vraiment vocation à vous montrer que le transhumanisme, il y a tous ces progrès-là, c'est pas des apparitions comme ça. Non, en fait, c'est les temps qui continuent. C'est ni plus ni moins que les mêmes personnes qui continuent d'imprimer la même chose, et c'est un projet qui avance. Voilà. Donc le danger, il vient de là. Et il ne faut pas le voir inversement, comme on vous le montre, comme les experts de l'IA disent « Ah, bah tiens, il y a l'IA qui est apparue, oh, ça va être dangereux ». Non, c'est pas ça. C'est tout le projet de société, en fait, qui présente des risques.
Alors quand je dis risque, après ça dépend. Hein. L'IA, le transhumanisme, il y a des bons aspects. Hein. Ça peut, sur le plan médical, tout ça, on peut avoir des... Voilà, même au quotidien, hein, je veux dire, c'est du... Mais derrière, il faut voir le modèle de société vers lequel on va, quoi. Un modèle qui se déconnecte complètement du spirituel. L'homme marchand, tout à l'heure je vous parlais de FM 2030 dans lequel il expliquait que les bébés naissaient par des mères porteuses et tout ça. Voilà, c'est Pierre Berger, c'est tout ça. On est vraiment là-dedans. Alors, la quasi dernière partie, IA et transhumanisme, produit d'une évolution du rapport à l'éthique et à la morale, point d'interrogation. C'était ce dont on vient de parler et j'avais mis d'autres images. Ouais, j'avais mis d'autres images, mais c'est pas grave. En gros, vous avez l'évolution dont j'ai parlé, un petit peu avec le contraste républicain, laïcité pour tous, donc un monde un peu athée et tout ça. Et avant, justement, l'opposition du monde spirituel, baptême de Clovis et tout ça. Et on voit les deux images de mariage, ça se passe pas de la même façon et avec les mêmes personnes. Donc là, voilà, c'est pour synthétiser tout ce rapport matérialiste aux choses et marchand. Alors, voilà la dernière partie. C'est parce que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Alors, mise en perspective de l'IA et du transhumanisme avec les modèles socio-économiques et les rapports de classe à venir. Alors là, vous avez une belle brochette, comme on dit. Alors il y a Macron, Attali, Harari, il y a le PDG actuel de Google, j'ai oublié son nom. Oui, Soros, Schwab. Et vous avez deux images qui montrent deux mondes différents. Donc celui de l'homme d'affaires qui roule dans une voiture à 400 000 € et qui s'apprête à monter dans son jet privé. Et en bas, de la populace, quoi, avec un policier pour gérer tout ça. C'est un peu le modèle de société tel que l'avait décrit Jacques Attali d'ailleurs, dans, je ne sais plus au cours de quelle émission. Bon, il avait dit la chose suivante. Hein, en gros, demain, il y aura la classe donc, des supranomades et des infranomades. Hein, supranomade, infranomade. Le supranomade, c'est quelqu'un qui vit de façon apatride, qui a les moyens, qui vit dans le confort et en fait qui peut faire ce qu'il veut parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir. Et en bas, il y a les infranomades qui eux aussi sont quelque part apatrides ou obligés de migrer ou du moins issus d'une immigration sur des générations proches, mais pour des raisons de contraintes économiques. Et à cause en fait de toutes les problématiques géopolitiques mondiales. Et donc il y a ces deux classes, et au milieu, il y a une classe intermédiaire qui est finalement celle qui sert de réservoir. C'est un peu comme si, il faut imaginer le supranomade qui soit sous perfusion, il a besoin quand même de sa petite poche de perfusion hein, pour conserver son rôle parasitaire. Et donc, dans cette poche-là, vous avez la classe du milieu, donc celle qui est bercée, et là je reprends les mots d'Attali, hein, dans l'espoir permanent, mais inatteignable, de rejoindre un jour les supranomades, et dans la crainte, par contre, bien réelle, de rejoindre un jour les infranomades. Et c'est comme ça qu'on les tient. Voilà. Donc là, ça c'est un peu le rapport de classe actuel dans lequel on est en train de s'inscrire. Maintenant, tout ça, c'est amené à évoluer, justement, et c'est amené à évoluer de façon économique, géopolitique, mais aussi, et en grosse partie, par le biais des technologies et du transhumanisme et de toutes ces questions éthiques. Tout à l'heure, on a parlé du rapport à la population, à la démographie. Tout ça, ça va jouer sur les rapports de classe à venir aussi, et sur les modèles de société tels qu'on veut les concevoir. Ça a une incidence directe. Alors aujourd'hui, il existe plusieurs systèmes socio-économiques. À l'heure où on parle, j'en retiendrai trois majeurs, c'est-à-dire le modèle américain, le modèle chinois et le modèle européen.
Je vais commencer par le modèle européen, parce que celui-là, il est costaud. Le modèle européen, c'est finalement le modèle tel que désiré par le WEF, c'est-à-dire celui du Great Reset, de l'agenda 2030. Et on s'est vraiment inscrit à fond dans cette politique. Alors c'est la politique que j'ai appelée moi la politique néo-collectiviste. On peut l'appeler un peu comme on veut. Si je l'appelle comme ça, je vais expliquer pourquoi. Mais en gros, c'est une espèce d'entité politique qui est créée à partir des bases qui sont supposées fonctionner de tous les totalitarismes qui ont pu exister. C'est-à-dire, on va retrouver quelque part le collectivisme, les grands élans collectifs que désirait le communisme, les aspects du communisme aussi quelque part dans le contrôle social des individus. Donc on a ces aspects-là. On retrouve aussi ces aspects du communisme dans la volonté de désappropriation. C'est-à-dire qu'on vit dans un système aujourd'hui où vous allez être de moins en moins propriétaire de quoi que ce soit. Sauf que là, c'est plus dans l'intérêt général, mais c'est une désappropriation dans un but de spoliation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un transfert des richesses. C'est les richesses que vous générez vous, elles vont dans la poche d'un autre. Aujourd'hui, c'est ça. Et on vous dit, vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est pas Schwab qui l'a dit, c'était quelqu'un d'autre au WEF, je ne sais plus qui. C'est souvent une phrase qui lui est attribuée, mais elle peut lui être attribuée quand même, parce que c'est ce qu'il pense. Donc, et effectivement, on vit dans ce modèle de société. Mais il ne s'inspire pas que du communisme, et même sous son aspect totalitaire de contrôle social. Dans sa logique nihiliste, quelque part, de l'homme, dans son approche nihiliste, et dans son approche, finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, assez transhumaniste, puisque on est dans une forme de fusion de projets sociétaux avec la technologie. On est dans une approche qui fait penser un peu au régime nazi, hein, le côté nihiliste, le côté eugéniste en fait, mais 2.0, c'est-à-dire que c'est une forme de sélection par l'augmentation, la capacité à s'augmenter, avec toutes les questions éthiques que ça peut soulever en termes d'égalité, en termes de laisser pour compte, etc. Parce que qui aura les moyens de s'augmenter, qui ne l'aura pas, quel sera le pouvoir de domination des personnes augmentées sur ceux qui ne le sont pas, etc. etc. Donc ça, ce sont des questions vraiment très importantes, auxquelles il est très difficile de répondre à l'heure actuelle, parce que les technologies ne sont pas encore en place. Mais tout est fait et tous les investissements sont mis dedans pour pouvoir y arriver. Si on prend Neuralink ou d'autres sociétés comme ça, ils travaillent à ça. Je veux dire, ils travaillent à augmenter le cerveau humain. Donc, à un moment, ces données, elles vont être mises sur le marché, enfin, ces découvertes, quand elles seront abouties, quand elles seront arrivées à maturité. On ne sait pas sur quelle échelle de temps on se projette là, mais il y a bien un moment où ce sera mis sur le marché, qui pourra y accéder et quelles conséquences après quelles répercussions sur les classes sociales, etc. Voilà. Là, pour le coup, le rapport de domination risque d'être extrêmement violent. Donc, on a ça. Et finalement, on retrouve donc une fusion de tous ces systèmes qui conduisent quand même à une vision très, très totalitaire, hein, parce que qu'on parle de contrôle social ou qu'on parle de rapport de domination par l'augmentation technologique, dans tous les cas, il va y avoir des gros laissés pour compte et des gens qui sont complètement soumis à un système ou à une élite. Et paradoxalement, ce système-là, qui est voulu par le WEF et qui est un peu l'ambition européenne quelque part, cette grosse technostructure, elle se revendique ultra-libertarienne quant à tout le reste et quant au reste des idéologies. Voilà, l'idéologie de genre, tout ça, toutes ces illusions de liberté. On a l'impression de vivre dans un monde complètement libre. Et en réalité, non. On s'apprête à vivre dans un totalitarisme complet. Donc une technostructure, l'Europe, avec des gens non élus, hein, et très poreuse avec les grandes entreprises
et le monde de la finance, quoi. Très, très extrêmement poreuse, avec vraiment une connivence en matière de gouvernance et d'intérêt, de partage d'intérêts. Ça, c'est un peu le prototype européen qui a pris un sérieux coup de pied quand même ces derniers temps et qui risque d'être sacrément, comment dire, entravé par rapport à ce qui était prévu par le reste de la dynamique géopolitique mondiale. Après, il y a le modèle américain qui va investir énormément dans la tech, mais derrière, qui s'annonce plus conservateur dans ses idées, dans son rapport à la préservation de la culture, à la religion, etc. Donc, on peut s'amener à se poser des questions sur ce modèle-là, parce que ça va être en même temps le modèle qui va investir le plus. En tout cas, derrière, il va y avoir la Chine, c'est sûr, mais pour l'instant, les pionniers, les rois de la tech sont américains. On peut se poser des questions sur ce modèle, à savoir, est-ce qu'on va réussir à gérer les ambitions géopolitiques et est-ce que les Américains vont continuer à imprimer leur hégémonie? Et pour ce faire, ils doivent avoir aucune limite en matière de recherche et en matière d'intelligence artificielle ou autre, mais tout en préservant quand même leur population des dérives éthiques qui peuvent ruisseler de tout ça. Ça, c'est la question. Et c'est une question qui ne se pose pas, par contre, en Chine, puisqu'on a un rapport à l'autorité culturellement qui est différent, et on a déjà une société du crédit social quelque part qui est instaurée. Si on regarde les applications de l'IA en Chine actuellement, elles sont les plus variées et les plus utilisées au monde sur les populations. Je veux dire, il n'y a pas d'autres modèles qui utilisent à ce point-là la technologie sur les masses. Quand j'ai fait des recherches sur les technologies employées en Chine, tout est actif actuellement. On a la reco-faciale qui est utilisée, notamment pour reconnaître les populations ouïghours, tout ça. On a l'intelligence artificielle aussi qui gère tout ce qui est transactionnel, argent. On peut payer par reconnaissance faciale, etc. Donc on est vraiment dans un monde hyper développé. Ça va même jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la police prédictive. C'est-à-dire que ils ont développé des systèmes. Alors, outre le fait que l'intelligence artificielle est capable de repérer quelqu'un qui commet une infraction dans la rue ou quoi, on utilise les logiciels d'intelligence artificielle pour connaître le potentiel criminel de quelqu'un. Et ça existe. Ça existe aussi aux États-Unis. C'est plus encadré, par contre, aux États-Unis. Et ça pose la question qui est une question vraiment très intéressante en termes de droit, c'est-à-dire est-ce qu'on peut incriminer quelqu'un sur un présupposé. C'est la précognition. Ouais. C'est le cinéma l'avait mis en avant ça dans Minority Report et aujourd'hui on y est. Aujourd'hui on y est. Et donc là aussi, il y aura des grandes questions d'ordre éthique à se poser. Parce que moi, là, je fais une petite parenthèse, mais je suis enquêteur, j'ai besoin de réaliser une enquête sur quelqu'un. Il me faut ce qu'on appelle une saisine légale. Et si je rentre dans le domaine du prédictif, il n'y a plus de saisine. Donc là, c'est un problème. Sachant qu'en France, et c'est quand même, je digresse, mais il y a un lien quand même avec tout ça. Si vous prenez le décret du 2 décembre 2020 sur la loi sécurité intérieure, quand vous regardez les possibilités de fichage pour le renseignement, et je ne parle pas de la police judiciaire, je parle du renseignement, c'est un autre domaine, vous observez que vous pouvez être fiché sur la base de vos croyances religieuses, vos convictions philosophiques, simplement, votre appartenance syndicale, etc., etc. Voilà. Et pour ce faire, et là on parle de renseignement, il n'y a pas besoin de saisine. Il n'y a pas besoin de saisine.
La question avait été posée au chef du renseignement, je crois qu'il était passé à l'époque, donc c'était en 2020, là, sur France Culture, quand il y avait eu ce décret qui avait été adopté. Heureusement, le journaliste lui avait posé la question, mais quelle est la saisine pour faire ça? Qu'est-ce qui vous autorise à cibler une personne et à la ficher en raison de... il faut attendre qu'elle ait fait quoi? Mais il ne savait pas à quoi répondre. Normal, il n'y en a pas. Et on parle de renseignement, on ne parle pas de police judiciaire, donc on n'est pas dans le champ d'application du code pénal ou du code de procédure pénale. Voilà, donc ça veut dire que demain, si on combine cette façon d'opérer avec ces nouvelles technologies, je vous laisse imaginer d'abord dans un premier temps, alors en matière de renseignement, les possibilités que ça offre, mais après, une fois que on va dire que c'est devenu habituel, pourquoi pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est le droit qui décide. Et c'est surtout les narratifs, et pour ça le narratif sécuritaire est très important. Je veux dire, on peut vous mettre demain une vague d'attentats, et puis décider des lois qui seront liberticides, mais acceptées de façon légitime par la population parce qu'il y a eu les attentats. Voilà, donc ça, après, on peut faire ce qu'on veut en politique. Mais en tout cas, il faut rester très méfiant vis-à-vis de ça. Donc tout ça, ça va engendrer de toute façon une restructuration progressive des rapports de classe et ce sera d'autant plus accéléré sur le volet économique qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont être remplacés. Et ça, c'est une évidence. Et déjà, à l'époque du Covid, je me rappelle, j'avais téléchargé le rapport de la Fondation Rockefeller, je crois, qui faisait des projections pour 2030 et qui prévoyait une suppression de, je ne sais plus combien c'était, ça devait être 70% des postes du tertiaire qui seraient potentiellement remplacés par les technologies d'ici là, etc., etc. Peut-être qu'ils étaient un peu optimistes, peut-être que forcément ils n'avaient pas toutes les clés en main, parce qu'aujourd'hui il y a eu plein d'aléas en termes géopolitiques qui font que. Mais le fait est que vous avez besoin par exemple de quelqu'un, une entreprise qui avait besoin autrefois de quelqu'un pour lui rédiger ses mails, tout ça, ben maintenant c'est l'IA qui traite. Vous voulez concevoir un site internet, c'est l'IA qui traite. Il y a plein de métiers comme ça qui disparaissent déjà. Et après, avec l'essor de la robotique, ce sera d'autres métiers. Tout à l'heure, on voyait le robot BMW, ça commence dans les chaînes de montage, quoi. Voilà, les ouvriers, petit à petit, remplacés, etc. Et demain, les métiers, les professions, finalement, ou même des professions qui nécessitent beaucoup d'études, mais où vous avez des schémas de réflexion qui sont déjà figés et qui sont relativement binaires, pourront être remplacés. Un avocat, théoriquement, ou un juriste, pourrait d'ores et déjà être remplacé par une IA. Il y a des IA qui pourraient fonctionner. Alors bon, on se projette là, on est un peu dans le futur, mais pas tant que ça à la vitesse à laquelle ça évolue. Alors c'est sûr que pour le moment, j'ai posé quelques questions à ChatGPT en droit, c'est une bille. Hein. Il m'a répondu avec des faux articles, tout ça, voilà. Mais tout ça, c'est amené à progresser très vite. C'est ce que je vais voir après sur la toute dernière partie, la partie projection. Là j'ai mis la pochette de mon futur ouvrage parce que j'ai projeté une société complètement gérée par IA. Donc à savoir qu'il y a un modèle d'IA qui s'appelle la Trinité. Elle est la résultante de plusieurs sous-IA. Parce qu'on réfléchit déjà à des fonctionnements comme ça, c'est-à-dire une IA principale qui fonctionne avec des sous-IA qui ont déjà des fonctionnalités plus spécifiques, qui font remonter en fait les infos à l'IA générale en fait, et qui va traiter comme ça. Donc là, il y a une IA économique, une IA justice, une IA sécurité. Tout ça, c'est combiné dans le système et tout est surveillé en fait. Et tout est traité par le système Trinité, avec bien sûr ce qui est dans les tubes, hein, les CBDC. Donc avec la monnaie numérique, donc plus de monnaie liquide, fiduciaire. D'ailleurs, la monnaie n'a même plus de nom puisqu'elle perd son sens dans le rapport de confiance et dans le rapport de reconnaissance, puisqu'on devient des chiffres et on est résumé aux chiffres bilan qu'on est dans une société de contrôle social. C'est-à-dire que, en gros, tout est filmé, vous êtes filmé partout.
et à chaque fois, vous êtes reconnu comme étant tel chiffre. Et à la moindre infraction, votre chiffre baisse, etc., etc. Et donc, vous gagnez un salaire qui fait augmenter votre chiffre, et à chaque fois, il faut le stabiliser pour être bien. Donc là, ça fonctionne comme ça. Et les CBDC permettent d'allouer des portefeuilles aux gens en fonction des narratifs. Donc vous êtes limité dans vos paiements. Par exemple, si on veut vous limiter votre empreinte carbone, vous avez le droit de dépenser tant en vêtements, tant voilà. Et tout est sous contrôle comme ça dans cette société, dans ce que j'ai écrit. Et si on va dans le délire de Klaus Schwab, c'est ça. Et la CBDC, c'est pas un délire complotiste. Je veux dire, on a des gens, on a Christine Lagarde, il y a plein de gens qui en parlent très sérieusement et qui voudraient des systèmes comme ça, de portefeuille numérique. Alors imaginez maintenant le fait de combiner tout ça à ces technologies et imaginez le champ des possibles. Alors, sachant que vous avez Google qui va sortir un nouveau modèle d'IA général, et c'est là que ça pourrait se corser. C'est-à-dire que pour l'instant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en matière de surveillance, tout ça, on n'utilise que des IA spécifiques. Mais si demain, on confiait la surveillance à une IA générale, c'est-à-dire une IA en capacité de prendre des décisions, de peser le pour et le contre, d'avoir des... Voilà, qu'est-ce qu'il adviendrait ? La question, elle se pose aussi, elle a été posée par Klaus Schwab, qui à un moment au World Economic Forum a parlé de système électoral par IA. C'est-à-dire que ce monsieur, dans son délire complètement totalitaire, a parlé très sérieusement devant des tas d'entrepreneurs et de milliardaires du bien fondé d'un système électoral géré par l'IA. C'est-à-dire que, en gros, c'est l'IA qui décide qui est le plus apte à vous gouverner, et non plus vous. Moi, dans mon livre, j'ai utilisé ce principe-là. Je me suis dit, très bien, c'est très bien ce qu'il raconte. Je vais l'utiliser. Et effectivement, en réfléchissant un peu au concept et en le développement, je me suis dit que c'était tout à fait jouable. Et dans le livre, en fait, j'explique comment la population l'a accepté, ça. En gros, tout à l'heure, je vous disais, si vous faites ci ou ça sur Internet, quelque part, vous laissez des traces. Et maintenant, il y a des algorithmes qui réfléchissent par rapport à ce que vous faites, à ce que vous consommez, à ce que vous dites, etc. Et on peut faire pareil pour un processus électoral. On peut dire aux gens, mais regardez, c'est parfaitement démocratique, puisqu'il y a une IA, qui est censée être neutre, en tout cas qui est présentée en tant que telle, qui observe tous les commentaires sur Internet, qui observe les taux d'audimat sur les chaînes télé, qui observe justement les interactions sur les réseaux sociaux, etc. Et en fonction de ça, elle analyse et elle repère, elle dit, je m'aperçois que la population finalement, elle est plus en quête de ça, en exigence de ça, donc c'est tel candidat qui conviendrait le mieux. Mais les gens, vous leur servez ça, ils vont l'accepter. Hein. Si vous leur vendez ça de façon à dire, mais finalement, l'IA va vous offrir la réponse qui est la plus adaptée, la plus réaliste par rapport à ce que vous faites sur les réseaux, à ce que vous dites sur... ça va passer crème, hein, vous allez voir. Le problème, c'est que derrière, ça ne va pas se passer, et voilà, l'IA ne sera probablement pas gérée de façon neutre. Et ça, après, c'est les grandes questions de demain. Et pour en revenir à cette fameuse IA générale, parce que pour l'instant, et je terminerai là-dessus, on n'a pas atteint le stade de la singularité. Je pense qu'on n'y est pas encore du tout. On a un problème en fait qui est lié aussi, alors non pas aux données, alors bien que Musk ait dit qu'on avait atteint le peak point data, là, donc le niveau maximal de données exploitables, en gros les IA avaient un maximum de données exploitables et qu'il était difficile d'aller plus loin. Il y a un autre problème, c'est que la puissance de calcul nécessaire évolue de façon quadratique par rapport, alors là ça devient un peu technique, mais par rapport aux quantités de données. Alors quadratique, ça veut dire qu'à chaque fois, je prends la racine carrée.
C'est-à-dire que si je veux doubler mes quantités de données, la puissance de calcul nécessaire, elle est égale à 4 fois ce qu'il me faut. J'ai doublé 4 fois. J'ai triplé 9 fois, etc., etc. Donc à ce rythme-là, en fait, quand vous augmentez, et forcément les données ne font qu'augmenter, de façon exponentielle, les supercalculateurs sont dépassés. Ils sont dépassés non pas en termes technologiques, mais en termes de besoins énergétiques. Donc là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a atteint une limite, un problème qu'il va falloir résoudre. Et Google a trouvé la solution. Pas de bol. Ça s'appelle Google Titans. Et ça, alors, ça c'est une nouveauté. Les lignes de code n'ont même pas été rendues officielles d'ailleurs. Mais c'est une nouvelle façon pour l'IA de fonctionner. Et en fait, elle va utiliser elle va sous-traiter en fait sa pensée. Et elle va utiliser, ça se calque en fait sur le principe de la mémoire sélective humaine. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre en considération toutes les données, elle va opérer un tri pour aller chercher ce qui l'intéresse vraiment par rapport à l'ensemble des données disponibles. Et pour ce faire, elle a trois méthodes différentes qui se combinent entre elles pour opérer ces tris. Donc il y a le Memory as Context, Memory as Gate et Memory as Layer. Donc c'est trois façons de raisonner différentes. Il y en a une en fait qui se base sur le passé, une qui sert en fait d'arbitre entre ce qui est intéressant dans ce qui est information imminente et information passée. Donc en fait elle fait des portes et elle fait le tri, ce qui permet d'éviter d'avoir un engorgement de données. Et l'autre qui consiste à créer en fait une forme de mémoire couche qui analyse les choses sous différentes couches, différents aspects, voilà, pour éviter de manger trop d'énergie. Donc, et elle fait superposer les couches. Suivant que je veuille interpréter une image par rapport à ses couleurs, à ses formes, ou à la combinaison de ses couleurs et de ses formes, elle va prendre ce qui est le plus adapté et superposer les couches. Et donc ces trois principes-là dans Titan vont fonctionner ensemble. Et donc ça va être, je pense que ce sera cette année que ça va être officialisé, mais on rentre dans l'ère d'une nouvelle intelligence artificielle qui est encore plus calquée en fait sur le fonctionnement d'un cerveau humain, avec justement une capacité de raisonnement qui est accrue, et forcément combinée à la rapidité de l'intelligence artificielle. Et déjà tous les tests qui ont été faits en comparaison de toutes les IA existantes, les pulvérisent toutes. Voilà, donc c'est c'est le futur. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, voilà, on vit dans un monde quand même qui est très qui est déjà je veux dire, où l'IA occupe une place déjà fondamentale. On vit dans un monde finalement qui, sur le plan de l'éthique, s'est affranchi de la morale chrétienne au cours de l'histoire, ce qui a permis d'ouvrir quelque part aussi beaucoup de portes vers des choses qui risquent de nous poser problème du point de vue anthropologique, parce que ça va occasionner des bouleversements profonds, mais ça risque d'être d'une violence extrême. Quelque part, qu'on soit croyant ou pas, la religion offrait un bouclier intéressant par rapport à ça. Et c'est vrai que l'ère du relativisme et du matérialisme a fini par tuer la morale chrétienne pour instaurer une éthique. C'est un peu Spinoza, quoi. Voilà. Si je prends la morale chrétienne au sens de Maurice Blondel et que je compare à l'éthique, c'est ce qui a... On remplace l'aspect bien et mal, l'aspect figé de la morale, qui est figé par rapport à une religion ou à une culture, par l'aspect bon ou mauvais de l'éthique. Mais ça, c'est très relativiste. C'est très relativiste. Et aujourd'hui, ce qui est bon pour moi ne le sera pas forcément demain, et ce qui est bon pour moi, de toute façon, n'est pas forcément bon pour vous. Donc ça, c'est le piège. C'est le piège de l'éthique par rapport à la morale. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a posé tous les jalons pour aller vers un système et qui y va de toute façon, de façon implacable. Parce que là, c'est ce que je montrais dans l'évolution. Quand j'ai montré l'évolution historique, c'est ça le réel danger, c'est qu'en fait, on va de façon implacable vers ce qui est
écrit dans les textes religieux. Hein. C'est ce côté péché originel, l'homme qui veut être Dieu à la place de Dieu, et puis ça peut finir sur un terrain où il y a une disparition totale de l'homme pour ce qu'il était, qui devient l'homme désincarné et qui est privé de sa spiritualité. Voilà, c'est un peu eschatologique, mais on y va. Donc demain, la grande question, et je termine là-dessus, la grande question, ça va être pour les hommes politiques, je pense, de parvenir à s'engager dans ces politiques-là qui sont de toute façon inévitables, parce que là, les Américains se lancent à fond dedans, les Chinois se lancent à fond dedans, les Européens vont devoir se lancer à fond dedans aussi. Donc là, on a pris, c'est le train qui est en marche, c'est comme ça. Mais la solution viendra. Est-ce que sur le plan politique, on pourra combiner la vie avec l'IA et quand même la préservation de l'homme, de l'humain, de l'éthique et surtout d'une forme d'équité entre les hommes? Parce que les clivages qui s'accentuent avec le temps vont s'accentuer de façon exponentielle avec la technologie. Voilà. Donc là, moi, je termine là-dessus et ce sera la grande interrogation de demain. Voilà. Merci.